Jeudi 30 juin, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Soudan, au moins 5 morts dans une nouvelle marche du million. Les manifestants ont exprimé l'opposition populaire au coup de force du 25 octobre 2021. Énergie, réunion de l'OPEP+, la production globale passe à 648 000 barils par jour, et ce, à partir du mois d'août prochain. Fin du sommet de l'OTAN à Madrid avec à la clé l'adhésion de la Finlande et de la Suède. L'Alliance, un nouveau concept stratégique a été établi pour la prochaine décennie remplaçant celui de Lisbonne 2010. Culture, cérémonie de remise du Grand Prix Essia Djebar du roman ce soir. Elle se déroule au CIC et on rejoindra notre reporter sur place dans un instant. Je vous le disais à l'instant, Soudan, au moins 5 personnes décédées dans une marche du million cet après-midi à Khartoum et dans plusieurs villes du pays. Les manifestants ont une fois de plus exprimé l'opposition populaire au coup de force du 25 octobre 2021. Nailaït Hamouda. Ne pas se faire confisquer la révolution. L'appel lancé sur les différents réseaux sociaux aux millions de Soudanais pour investir les rues. Nouvelle marche du million cet après-midi et au moins 5 nouvelles victimes selon un bilan provisoire du comité de médecins. Il s'agit selon le même comité de 2 protestataires tués de 2 balles à la poitrine à Omdurman. La marche du million dans les rues de Khartoum et dans d'autres villes soudanaises a connu les mêmes heurts et violences entre manifestants et services de maintien de l'ordre. Un seul slogan pour les milliers de Soudanais qui ont envahi les rues, transférer le pouvoir aux civils. Après le coup de force opéré par le général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre dernier. Et comme à l'accoutumée, à chaque appel à manifester, les forces de sécurité ont mis en place des mesures drastiques pour limiter la circulation des manifestants. La capitale Khartoum a même été coupée du monde. C'est la première fois depuis 8 mois de revendications que l'accès au réseau a été complètement bloqué. La veille, un manifestant aurait trouvé la mort lors des rassemblements organisés dans les 4 coins du pays, portant à plus de 100 le nombre de morts. Une situation qui risque de mettre le Soudan à feu et à cendre, a fait réagir l'ONU, qui a appelé à redoubler de vigilance afin de tenter de désamorcer les tensions et la violence des affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité. L'envoyé spécial des Nations Unies reste optimiste quant à un éventuel changement politique dans le pays, annonçant que le pacte de consensus entre les différentes forces politiques et de l'armée avoisinerait les 80%. Et puis cette déclaration de la porte-parole du Premier ministre éthiopien, Bilin Seyum, elle dénonce l'allégation du Soudan selon laquelle les forces de défense éthiopiennes ont exécuté des soldats soudanais et ajoute que l'armée éthiopienne n'a pas provoqué l'escarmouche avec l'armée soudanaise. On écoute. La partie éthiopienne regrette les pertes humaines dues à l'escarmouche déclenchée par une unité de l'armée soudanaise. La force de défense éthiopienne n'a pas participé à l'escarmouche et aucun prisonnier de guerre n'a été exécuté. Ainsi, cette allégation selon laquelle la force de défense éthiopienne est celle qui a provoqué l'escarmouche est catégoriquement rejetée par la partie éthiopienne. En Algérie, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le Premier ministre égyptien ce jeudi. Moustapha Metbouli s'était donc rendu au siège de la présidence en présence du Premier ministre algérien, Ayman Ben Abdelrahman, du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelaf, du ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar, et de l'ambassadeur d'Algérie en République arabe d'Égypte, Abdelhamid Chebira.
Mustapha Medbouli qui co-préside avec le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman le forum d'affaires algéro-égyptien. Les travaux ont débuté ce jeudi à Alger sous le slogan Algérie-Égypte, une histoire et des dénominateurs communs au service d'une coopération économique prometteuse. Ce forum, organisé par la Chambre algérienne de commerce et de l'industrie, rentre dans le cadre de la 8e session de la grande commission mixte algéro-égyptienne. L'Égypte, ce pays frère avec lequel nous sommes liés par des liens historiques, est l'un de nos plus importants partenaires au niveau arabe, que ce soit en matière d'investissement ou d'échanges commerciaux. Ainsi, la porte reste ouverte devant les hommes d'affaires égyptiens pour des partenariats dans tous les secteurs. Et la nouvelle loi sur l'investissement leur garantira de nouvelles perspectives ainsi que les facilitations nécessaires, y compris en ce qui concerne le passage du stade de production à celui de l'exportation. Nous accordons une grande importance à ce forum d'affaires, la même que celle de nos réunions ministérielles. Je puis donc vous assurer qu'une large partie des discussions algéro-égyptiennes se concentre sur la mise en place des cadres réglementaires et des mécanismes adéquats nécessaires à la création d'un meilleur climat d'affaires et d'investissement, ce qui devrait ouvrir la voie normalement aux perspectives de partenariats fructueux entre les hommes d'affaires de nos deux pays respectifs. Énergie, 30e réunion ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, l'OPEP+, a décidé ce matin d'augmenter la production pétrolière totale du cartel à 648 000 barils par jour le mois d'août prochain. Mohamed Wali Ben Chaban. Depuis août dernier, la production pétrolière de l'OPEP+ augmentait mensuellement de 400 000 barils par jour, avant de passer à 432 000, puis c'est 148 000 barils par jour. La situation actuelle et l'évolution du marché pétrolier international ont poussé les 23 pays de l'OPEP+ à opter pour le maintien du même seuil de production jusqu'à août prochain. La conclusion par rapport à tout cet examen a amené les pays OPEP et non-OPEP, les signataires de l'accord de coopération OPEP+, à décider sur un rajout d'un volume de 648 000 barils par jour à partir du 1er août. Pour l'Algérie, cette décision correspond à une augmentation de la production de 16 000 barils par jour pour les mois à venir. Cela permettra d'atteindre un niveau de production de plus d'1 million de barils par jour. Ce volume supplémentaire par rapport à notre pays, c'est un volume de 16 000 barils par jour qui vient s'ajouter à notre production journalière qui ramène notre production à 1 500 000 barils par jour. Nous avons décidé aussi de maintenir la coordination entre les pays OPEP et non-OPEP, continuer à faire le monitoring du marché pétrolier et se concerter entre les pays pour des décisions si nécessaires. Dans le but d'examiner attentivement les développements récents observés sur le marché pétrolier international, ainsi que ses perspectives d'évolution à court terme, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés réitèrent leurs engagements à assurer un approvisionnement stable et régulier du marché mondial. Et on va continuer à parler énergie avec le prix du gaz indexé sur les cours du pétrole. Selon l'agence de presse britannique Reuters, lorsque le prix du pétrole augmente, le prix du gaz s'aligne. De son côté, la compagnie algérienne des hydrocarbures Sonatrach négocie des moyens pour bénéficier d'importantes hausses mondiales du prix du gaz dans ses contrats à long terme avec ses clients européens. Et au Mali, le mandat de la MINUSMA prolongé d'1 an, une décision convenue en commun accord par tous les membres du Conseil de sécurité avec le Mali. Selon les membres du Conseil de sécurité, ce renouvellement est nécessaire au vu de la situation sécuritaire toujours précaire que traverse le pays. Leïla Cartel. La résolution du prolongement de la MINUSMA a été adoptée par 13 voix sur 15. La Russie et la Chine se sont abstenues. Ainsi, le prolongement est décidé jusqu'au 30 juin 2023, soit une durée supplémentaire d'1 an.
L'annonce a été faite par le représentant permanent de la France auprès des Nations Unies, le Français Nicolas de Rivière, qui a également ajouté que le renouvellement est important dans le contexte difficile que connaît ce pays. La présence des Nations Unies et de l'action de la MINUSMA est donc nécessaire. Toutefois, ce prolongement se fera sans l'aide ni le soutien aérien français comme cela se faisait dans le passé, ce qui pourrait pousser des pays européens à quitter cette force internationale de plus de 13 000 militaires et de près de 2 000 policiers. Ceci de l'avis de certains pays européens dont les militaires sont impliqués dans cette force des casques bleus. Un prolongement des casques bleus sans le soutien de l'aviation est un risque selon un diplomate occidental, d'autant que certains la considèrent comme la plus meurtrière des missions de l'ONU. Toutefois, la MINUSMA, dont la mission principale est de soutenir l'accord de paix de 2015 et une transition politique de même que la protection des droits humains, comporte également une réflexion sur l'avenir au vu des derniers développements intervenus qu'il est nécessaire de prendre en compte pour que la mission puisse poursuivre son mandat. Le secrétaire général de l'ONU doit ainsi examiner le texte de près pour voir sa faisabilité sur le terrain. Et au sujet du Mali toujours, et en marge du sommet de Madrid, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est revenu sur l'importance d'étendre l'OTAN, cette fois-ci vers le sud, au Sahel et plus précisément au Mali. Pour Pedro Sánchez, la solidarité avec le Mali commence par une présence de l'OTAN à ses frontières. On l'écoute. La nature des opérations que nous menons avec nos alliés sont des opérations de dissuasion. Elles ne sont pas d'attaque ou de défense. De ce point de vue, nous défendrons chaque centimètre du territoire de nos alliés. Outre le flanc oriental, il ne faut pas oublier le flanc sud, car la Russie connaît une expansion de manière significative dans de nombreuses régions d'importance stratégique pour la sécurité des pays du Sud et la sécurité de l'OTAN. Je parle ici de la région du Sahel, précisément du Mali. Il ne faut pas omettre que nous sommes solidaires en étant présents en Europe de l'Est. Nous devons du coup être solidaires avec le Sud et renforcer notre présence. Et pour en parler en direct avec nous depuis Bamako, Mahaman Cissé, journaliste malien. Bonsoir Mahaman Cissé. Bonsoir madame, bonsoir Alors l'ONU a décidé de prolonger d'une année la mission de la MINUSMA au Mali, sans soutien aérien de la France. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Mahaman Cissé? Bon, ici, dehors de ce qui est officiel, qui montre que malgré le désaveu, manque de résultats de la mission onusienne sur le terrain, la communauté internationale, notamment les puissances qui siègent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, en l'absence de la Russie et la Chine, ont décidé quand même de donner un nouveau bail à la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, qui, je rappelle, est très critiquée au sein de l'opinion parce que le résultat attendu, on l'a pas vu. Donc, en termes clairs, si on l'explique au sein de l'opinion, les Maliens ont compris que leurs doléances n'ont pas de sens au niveau de la communauté internationale. Puis, est-ce que le mandat qui est rémunéré, c'est un mandat différent? Je pense que c'est le mandat. Et le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui parle d'une OTAN élargie au sud, au Sahel, et il le précise, au Mali. Pedro Sánchez parle de solidarité, mais difficile d'y croire quand on connaît un peu tous les déboires de l'Alliance à travers le monde. Oui, cette question, elle vient beaucoup dans le pays. Qu'est-ce que l'OTAN? L'OTAN est vraiment à la base de tout le plan que le Mali connaît aujourd'hui, puisque c'est à la suite des erreurs de l'OTAN dans la Libye de Kadhafi, qui a conduit aujourd'hui, c'est ces dégâts qui ont conduit le Mali dans cette situation, puisque les frappes de l'OTAN, les armes on sait que beaucoup de ces armes ont transité et ont favorisé l'instabilité au sein de la région nord et la région nord du Mali. Et c'est ça, en tout cas,
Merci. Donc, si cette Oui. information s'avère réelle, ici au sein de l'opinion, elle est très, très, très maladroite. Merci Mahamen Cissé d'avoir été en direct avec nous depuis Bamako. Je le rappelle, vous êtes journaliste malien. Dernier jour du sommet de l'OTAN à Madrid, le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a salué le travail accompli lors d'une conférence de presse, un travail qui comprend des accords sur l'adhésion de la Finlande et de la Suède, le soutien à l'Ukraine et le travail sur la crise alimentaire mondiale. We agreed to invite Finland and Sweden to join our alliance. Nous avons convenu d'inviter la Finlande et la Suède à rejoindre notre alliance et nous nous sommes mis d'accord sur un soutien à long terme pour l'Ukraine. Nous nous sommes mis d'accord sur le nouveau concept stratégique de l'OTAN. Nous avons convenu d'intensifier la lutte contre le changement climatique et de créer un nouveau fonds d'innovation d'1 milliard de dollars. To establish a new $1 billion innovation fund. Et rappelons-le, les dirigeants de l'OTAN ont signé mercredi un nouveau concept stratégique qui guidera les décisions de l'Alliance dans la prochaine décennie et qui remplacera celle de Lisbonne 2010. La déclaration inclut la détermination des alliés à transformer leur dissuasion et leur défense face aux nouveaux défis. Un programme d'aide complet à l'Ukraine pour se défendre. L'OTAN qui a aussi pris une position unie face à la Chine, au terrorisme et aux cyberattaques. Voici le document approuvé par les 30 chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN en 5 clés. Et on va en parler justement de cette adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Quand la Finlande et la Suède cassent l'idéal nordique, l'abandon de leur neutralité historique plébiscitée il y a encore quelques mois conduit ces deux pays nordiques à renoncer ce qui faisait partie de leur identité. Karim Bouaziz. Longtemps perçu comme un modèle, une sorte de société éclairée, providentielle même, pacifiste, férue de justice sociale, teintée de valeurs supérieures. Durant la guerre froide entre les deux pôles surarmés qui se faisaient face, l'idéal nordique incarnait une troisième voie. Ceci désormais risque de faire partie de l'histoire après le consensus trouvé par les dirigeants des pays de l'Alliance réunis à Madrid. Le processus d'adhésion de la Suède et de la Finlande est désormais lancé. Une adhésion auparavant bloquée par la Turquie, membre de l'OTAN depuis 1952, qui accusait notamment Stockholm et Helsinki d'abriter des militants de l'organisation kurde du PKK sur son sol, qu'Ankara considère comme terroristes. Mais au terme de longues tractations, Erdogan a donné son accord, ayant estimé avoir obtenu une pleine coopération dans la lutte contre le PKK. Entre soulagement et inquiétude, la Suède reste partagée à en croire les partis de gauche et surtout la communauté kurde. Interrogée, la chef de la diplomatie suédoise, Ann Linde, tient à préciser qu'aucune extradition vers Ankara ne sera effectuée tant qu'aucune preuve d'activité terroriste ne sera apportée. Un ministre suédois qui cache mal sa gêne en défendant un modèle suédois, spécificité qui risque, avec cette adhésion à l'OTAN, de passer aux oubliettes. La guerre en Ukraine a en effet jeté la Suède et la Finlande dans les bras de l'Alliance. Leur demande d'adhésion constitue une étape supplémentaire dans l'escalade des hostilités entre la Russie et l'OTAN, ainsi que dans une moindre mesure entre la Russie et l'Union européenne. L'expansion de l'Alliance vers l'Est depuis 1990 est un des facteurs déterminants du conflit. Toute adhésion à l'OTAN, selon les textes de l'organisation, mentionne un engagement de servir la dissuasion nucléaire. La marche vers le réarmement est désormais lancée par les deux pays nordiques. Faire machine arrière dans un avenir proche paraît incertain. L'idée nordique a vécu. Mais surtout, l'expansion de l'OTAN n'inquiète pas seulement la Russie, mais une bonne partie de l'hémisphère sud. Comme l'exemple du Quad avec l'Australie, le Japon et les États-Unis face à l'accord de sécurité de la Chine et les îles Salomon. Le monde se réarme et ces évolutions rappellent les conflits mondiaux d'antan. Et avec une adhésion à l'OTAN, la Finlande et la Suède se sont placées, contrairement à hier, du mauvais côté de l'histoire. Et la Russie, de son côté, ne voit pas de problème à cette adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. C'est ce qu'a assuré le président russe Vladimir Poutine. On écoute.
Nous n'avons pas de problème avec la Suède et la Finlande, tel qu'on a avec l'Ukraine. Nous n'avons pas de problèmes territoriaux, pas de différends. Il n'y a rien qui puisse nous déranger à propos de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Et le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, s'est également exprimé. D'après lui, un rideau de fer est en train de s'abattre entre la Russie et l'Occident sur fond d'une crise diplomatique sans précédent en raison du conflit ukrainien. Un rideau de fer, je suis d'accord avec Vladimir Vladimirovitch Makeï. Il est déjà pratiquement en train de s'abattre. Ils doivent cependant faire attention à ne pas coincer quelque chose dedans. Mais le processus est lancé. Et lors de ce sommet de l'OTAN à Madrid, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à intensifier les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit en Ukraine. On l'écoute. Nous devons nous efforcer de mettre fin au drame humain, à la destruction, aux larmes, le plus rapidement possible. Nous devons intensifier nos efforts diplomatiques pour un cessez-le-feu durable. Le président américain Joe Biden a lui aussi pris la parole. Il annonce que les États-Unis vont livrer à l'Ukraine une nouvelle aide militaire représentant plus de 800 millions de dollars en défense anti-aérienne, artillerie et autres équipements. Une nouvelle aide qui sera détaillée dans les prochains jours. Et encore une fois, les États-Unis montrent la voie. Nous avons fourni à l'Ukraine près de 7 milliards de dollars d'aide à la sécurité depuis que j'ai pris mes fonctions. Dans les prochains jours, nous avons l'intention d'en annoncer plus de 800 millions de plus, y compris de nouveaux systèmes avancés de défense aérienne occidentale pour l'Ukraine, plus d'artillerie et de munitions, des radars de contre-batterie, des munitions supplémentaires pour les systèmes de lance-roquettes multiples que nous avons déjà donnés à l'Ukraine et d'autres pays également. 16 millions, c'est le nombre d'Ukrainiens ayant besoin d'aide humanitaire d'après la coordinatrice humanitaire de l'ONU en Ukraine. Elle ajoute que 6 millions d'Ukrainiens ont été déplacés à l'intérieur du pays depuis le début de la guerre, dont environ 5 millions sont revenus. Plus de 6 millions de personnes sont toujours déplacées à l'intérieur du pays. Quelques 5 millions de personnes ont maintenant réussi à rentrer. Mais beaucoup savent qu'elles pourraient être contraintes de fuir à nouveau. Plus de 5,3 millions sont devenus des réfugiés dans d'autres pays. Une situation à laquelle, j'en suis sûre, la plupart d'entre eux n'ont jamais imaginé qu'ils seraient confrontés. Et l'ONU justement qui appelle à des enquêtes concernant le drame de Melilla. C'est la mission permanente du Kenya auprès des Nations Unies qui a appelé à des enquêtes approfondies pour demander des comptes à tous les responsables de la mort d'au moins 23 migrants d'origine africaine. Ils avaient été brutalement tués vendredi dernier par la police marocaine alors qu'ils tentaient d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc. Palestine, des dizaines de Palestiniens blessés lors d'affrontements en Cisjordanie occupée et plus de 60 ont été blessés hier soir. Le Croissant Rouge palestinien précise que ces affrontements avec l'armée sioniste ont eu lieu près de Naplouse, dans un site vénéré par les colons. Politique, les députés sionistes ont voté ce jeudi la dissolution du Parlement. De nouvelles élections sont prévues le 1er novembre prochain. Il s'agira de la 5e élection législative en 3 ans et demi. Et on passe au sport à présent. On continue avec notre couverture spéciale des Jeux méditerranéens Oran 2022. Gros match ce soir pour la sélection algérienne des moins de 18 ans face à la France en match de la 3e et dernière journée de la phase de poule du groupe A. Avec une victoire et une défaite, les hommes de Morad Slatni doivent impérativement s'imposer pour se qualifier aux demi-finales. Le match est prévu à 20h au stade du SIG à Mascara. On croise les doigts et pourquoi pas rééditer l'exploit de 1975. Cette année-là, l'Algérie avait battu en finale la France pour décrocher l'or. Et à quelques kilomètres de SIG, Oran, nous attend notre envoyée spéciale, Khadija Khadawi. Elle est au palais des sports Hamou Boutlilis, où se déroule la compétition de boxe. Bonsoir Khadija.
Bonsoir Fatma, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Alors Fatma, nous sommes à Hamou Boutlilis, la salle qui abrite les demi-finales de la boxe avec la participation de 12 boxeurs et boxeuses algériens. 5 boxeuses, dont 4 ont été qualifiées pour les finales de la compétition. Il s'agit de Roumeissa Boualem, après avoir battu son adversaire espagnol. Iman Khalif a également décroché son billet pour la finale en compagnie de Hadj Khalif et Ishaq Chayeb, qui s'est qualifié automatiquement puisque son adversaire du Maroc s'est retiré. Donc 4 boxeuses en tout disputeront la finale. Quant à Hadjla Fatima Zahra, elle a décroché une médaille de bronze suite à malgré sa défaite contre son homologue du Monténégro. Les boxeurs algériens, quant à eux, disputent depuis quelques minutes déjà les demi-finales. Oussama Morjan s'est qualifié après avoir battu son adversaire tunisien en finale. Et Belarabi, lui, vient de tomber en demi contre un adversaire français, mais il décroche quand même la médaille de bronze. La compétition donc continue et 5 boxeurs en tout disputeront les demi-finales d'ici quelques minutes à Hamou Boutlilis dans l'espoir de remporter l'or, mais avant de qualifier en finale. Merci Khadija Khadawi, vous étiez en direct avec nous depuis le Palais des Sports Hamou Boutlilis à Oran. On reviendra vers vous donc pour notre couverture spéciale des Jeux méditerranéens Oran 2022. Et on le rappelle, le match est prévu à 20h ce soir, l'Algérie face à la France, donc et dernière journée de la phase de poule du groupe A, troisième donc journée. Et en parlant des Jeux méditerranéens, le prince Albert II a quitté Oran cet après-midi à l'issue d'une visite de 2 jours. Il avait assisté à une partie des compétitions des Jeux méditerranéens Oran 2022. Le prince Albert II de Monaco a été salué à son départ de l'aéroport international Ahmed Ben Bella par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Et on va se diriger à Alger à présent pour parler culture. 6e édition du Grand Prix Assia Djebbal du roman, l'événement littéraire de cette année. L'univers du livre retient son souffle, puisque ce soir a lieu la cérémonie de remise du Grand Prix Assia Djebbal du roman. Les noms des lauréats seront officiellement annoncés par les membres des jurys, des lauréats pour les langues amazigh, arabes et française. On rejoint notre reporter Sofiane Baroudi. Il est actuellement au Centre international des conférences pour l'événement justement. Bonsoir Sofiane, une belle soirée qui s'annonce, n'est-ce pas? Et une seule question sur toutes les lèvres, qui seront les 3 lauréats? Bonsoir Fatma, écoutez, la soirée s'annonce grandiose ce soir au Centre international des conférences Abdelkader Rahal. On est en train de vivre actuellement l'ouverture du Grand Prix Assia Djebbal du roman. En lice, 5 romans en langue arabe, 5 romans en langue française et 3 romans en amazigh. On attend et on palpite pour savoir qui seront les lauréats du Grand Prix. Actuellement, la cérémonie est en train d'être ouverte par l'hymne national. Merci Sofiane Baroudi, vous étiez en direct avec nous depuis le CIC. On reviendra donc sur cette actualité dans notre prochaine édition pour annoncer donc les lauréats de ce Grand Prix Assia Djebbal. Le 30 juin a été choisi pour cette cérémonie de clôture. Un choix plutôt de date qui est loin d'être fortuite puisqu'il s'agit de l'anniversaire de la naissance de l'écrivaine Assia Djebbal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez tout de suite ML, la Mézienne Zitouni pour un point météo. Leïla Gertal, demain à 18h pour édition spéciale. Quant à moi, je vous retrouverai à 19h pour le journal télévisé comme de coutume. Excellente soirée à tous sur Al 24 News.